Bonjour à tous. Je m'appelle Yahi Chissa, donc je suis senior manager au sein du cabinet Mazars à Paris. Je voulais juste déjà vous remercier de m'avoir invité à votre colloque et j'y réponds avec plaisir. C'est toujours un plaisir d'ailleurs de revenir dans cette université. Je vais d'ailleurs moi-même inaugurer cet amphithéâtre il y a 10 ans avec un partiel de droit budgétaire. Donc, du coup, je suis content de revenir 10 ans après et de partager une expérience avec vous. Donc l'objectif de mon intervention, donc j'ai une dizaine de minutes pour vous expliquer ce que j'ai fait depuis ce partiel budgétaire, donc depuis le droit budgétaire, pardon, depuis 10 ans. Donc moi j'ai un parcours assez classique de sciences économiques. Il y a juste les localisations qui ont un peu changé au fil des années, parce que j'ai commencé à faire mon DUG d'économie-gestion à l'Université de La Réunion, où je suis originaire. J'ai poursuivi à l'Université de Montpellier, en master, en licence et en maîtrise à l'époque, et j'ai fini dans le Master 2 d'évaluation des politiques publiques et d'analyse financière à Rennes. Donc voilà, je suis monté au fur et à mesure au niveau du territoire français, mais avec une vraie spécialisation qui s'est vraiment réalisée dans le cadre de ce Master 2. Donc ça, c'est mon parcours universitaire, encore une fois assez classique. Et cette spécialisation dans le Master d'évaluation et d'analyse financière qui permet vraiment, avec cette double expertise, cette double compétence, m'a vraiment permis d'ouvrir, avoir des passerelles par rapport au monde professionnel. Car c'est le corps professoral à l'époque qui m'avait vraiment ouvert les portes en me proposant beaucoup de possibilités, beaucoup de contacts pour avoir des stages au sein de différentes structures, que ce soit des entreprises, des cabinets de conseil, même également au niveau des collectivités locales. Et après une réflexion assez personnelle, j'ai porté mon choix vers le métier de consultant. Donc le métier de consultant, c'est quoi? Il n'y a pas vraiment de définition assez précise, il n'y a pas une définition unique de ces métiers de consultant, mais l'objectif, c'est vraiment de pouvoir accompagner les structures, les entreprises, les collectivités locales, l'État ou les ministères sur différentes études qu'ils souhaitent déléguer à des cabinets indépendants. Donc, juste après mon master, j'ai pris la décision d'effectuer mon stage chez Mazars. Donc Mazars, c'est un cabinet de conseil qui est le premier cabinet de conseil français dans le monde. On est 1500 à Paris, collaborateurs qui travaillons soit sur de l'audit financier, soit sur les métiers du conseil. Donc moi, j'appartiens à la branche conseil et j'interviens vraiment de façon spécialisée pour le secteur public, et notamment au niveau de l'État, des collectivités locales et des établissements publics nationaux. On est en tout 30 000 collaborateurs dans le monde entier. Donc on est vraiment sur une grosse structure. On est le 5e cabinet d'audit et de conseil dans le monde et le premier européen. Alors, par rapport à mon parcours professionnel, j'ai intégré ce cabinet Mazars juste après mon stage. J'y suis toujours, mais il y a eu quelques virages pendant mon parcours, parce que pendant ma période d'intervention chez Mazars, j'ai fait 6 mois. J'ai eu l'opportunité également, là aussi, M. Ballet n'est pas là, mais il m'avait permis d'intégrer la Commission européenne pendant 6 mois, là où j'ai pu effectuer mon stage à la Direction générale du budget pour, là aussi, renforcer mon expertise sur les problématiques d'évaluation de politique, notamment européenne. Après ces 6 mois de stage, je suis revenu au sein du cabinet Mazars. J'ai fait une petite parenthèse dans un autre cabinet de conseil, Ernst & Young, pour ceux qui connaissent, qui est un cabinet américain plus grand pendant 6 ans. Et je suis de retour depuis 2 ans au sein du cabinet Mazars où j'ai commencé. Je suis actuellement senior manager. Il y a 5 principaux grades dans les cabinets de conseil. On commence en étant consultant junior, on devient consultant confirmé, puis responsable de mission, directeur de mission et enfin associé. Donc moi, je suis directeur de mission actuellement et je suis spécialisé sur tout ce qui touche autour de la modernisation financière de l'État et des établissements publics. Donc moi, après avoir commencé sur tout ce qui tournait autour d'évaluation, j'ai pris la décision de me spécialiser sur les finances publiques avec un contexte qui était assez favorable, avec la mise en place de la LOLF, pour ceux qui connaissent la loi organique sur la loi de finances au niveau de l'État français, la mise en place du décret GBCP, pour ceux qui connaissent également, sur la gestion budgétaire et comptable publique, mais également, au-delà de ces aspects un peu particuliers, vous savez tous qu'il y a un contexte assez contraint au niveau des ressources de l'État. Il y a pas mal d'évolutions à mener au niveau des établissements, au niveau des collectivités, au niveau des ministères, pour pouvoir rationaliser, moderniser ces fonctions financières et comptables.
que ce soit sur les aspects de processus, pour essayer de les simplifier, pour essayer de les moderniser, pour essayer de les outiller davantage. Au niveau des organisations, je ne sais pas si vous connaissez, mais aujourd'hui, l'État oblige la mise en place de services facturiers, de centres de services partagés. Donc on regroupe finalement toutes ces fonctions qui ont trait à la finance en un seul endroit, là où avant c'était davantage éclaté sur l'ensemble du territoire national. Il y a également donc, les aspects de système d'information. Comme la réglementation évolue, il faut adapter les systèmes d'information. Donc nous, on accompagne également différents clients sur les évolutions de ces systèmes d'information. Non pas sur la partie technique, parce que là, il y a des entreprises spécialisées qui le font, mais vraiment sur la partie fonctionnelle et réglementaire. Et enfin, le dernier pan, c'est surtout ce qui tourne autour des aspects ressources humaines, d'accompagnement au changement des collaborateurs. L'objectif n'est pas uniquement d'intervenir pour mettre en place des choses, mais vraiment d'accompagner les agents de ces différentes entités dans la prise en main et la traduction dans les pratiques de ce qu'on peut proposer, nous, en termes de prestations par rapport à ces différents pans de la gestion publique. Donc voilà, donc, ça m'a amené donc, depuis 10 ans à intervenir dans beaucoup de types de structures. C'est vrai qu'au départ, je m'étais spécialisé dans les collectivités locales, notamment les plus grandes d'entre elles, la ville de Paris, la ville de Marseille et quasiment tous les conseils régionaux. J'ai évolué donc, ensuite vers des clients État. Donc maintenant, je suis assez spécialisé sur ce champ d'intervention. Donc j'ai pu, sur les 10 dernières années, intervenir au ministère du Budget, au ministère de la Défense, qui sont quand même les plus gros ministères en termes de ressources financières. L'Éducation nationale, actuellement, je mène un projet actuellement de refonte des finances de tous les budgets et lycées, des budgets de tous les lycées et collèges de France. Il y a 8000 structures qui sont concernées par cette mission que je réalise actuellement. Et également maintenant, depuis assez récemment, donc les établissements publics qui sont également touchés par cette contrainte de ressources au niveau de l'État. Et donc ça m'a pu amener également à évoluer vers des structures dites de protection sociale comme la Caisse nationale d'assurance maladie ou la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Donc voilà un peu le parcours que j'ai pu faire depuis 10 ans. Donc ça a été un parcours assez dynamique, que j'ai beaucoup apprécié, parce que l'avantage depuis 10 ans par rapport à ce métier que j'aime beaucoup, c'est que j'ai pu faire différentes choses. Et c'est vraiment un parcours qui a été construit sur les 10 dernières années. Je ne fais pas tous les jours la même chose, toutes les missions sont différentes, la réglementation évolue, les besoins de nos clients évoluent, donc ça nous permet vraiment de s'inscrire vraiment dans une vraie évolution de nos clients, une vraie évolution des besoins, mais aussi une vraie évolution personnelle par rapport à nos métiers. Et ça, c'est vraiment important par rapport à ce métier de conseil, parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de connotations négatives associées à ce métier, mais j'ai envie de dire que le métier de consultant, c'est vous qui vous fixez finalement le niveau d'ambition et le niveau d'exigence. Moi, je reçois des appels d'étudiants assez fréquemment pour me demander quels sont mes horaires. C'est la première question qu'on me pose par rapport au métier de consultant. Moi, je réponds de façon assez lapidaire. La réglementation pour les cabinets de conseil sont les mêmes que pour une entreprise lambda. Après, ce qui change, c'est vraiment le niveau d'exigence que vous vous fixez vous-même. Si vous souhaitez finaliser, faire de la surqualité par un rapport et finir à minuit, il vous appartient de le faire. Si vous souhaitez partir à 19 h, là aussi, rien ne vous empêche, en tout cas, personne ne vous empêchera dans les cabinets de conseil à adapter votre rythme. L'objectif, c'est bien sûr de répondre à la demande du client dans les délais qui sont fixés par le contrat, mais il n'y a pas vraiment encore une fois, il y a cette connotation assez négative du métier de consultant. Il faut essayer de l'évacuer, parce que c'est vous finalement qui vous fixez le niveau d'ambition et le niveau d'exigence que vous souhaitez par rapport à ce métier. Voilà de façon assez succincte ma carrière depuis ces 10 dernières années. Bon, j'ai fait ça de façon assez globale parce qu'on m'a laissé 10 minutes pour m'exprimer. Bon, je ne vais pas non plus vous embêter par rapport à rentrer dans les détails par rapport à ce que j'ai fait. En revanche, si vous avez des questions, je serais vraiment ravi de pouvoir y répondre. S'il n'y a pas de questions, ça veut dire que ça n'a pas été clair ou suffisamment incitatif. Ah, pardon. Oui, alors c'est vrai que je ne l'ai peut-être pas dit. Alors j'ai fait, si, je l'ai dit, j'ai fait le master d'évaluation et d'analyse financière pour les collectivités locales, donc qui s'appelle maintenant CEVALAF.
Avant, c'était EFIL, mais c'est la même formation. Je suis désolé. Alors, je vais vous décrire ma journée d'hier, par exemple. Donc, alors j'avais une réunion à 8 heures à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, qui est un établissement public qui est l'expert national en matière de recherche nucléaire. Donc, j'avais une réunion entre 8 heures et 10 heures pour présenter des conclusions sur la mise en place d'une programmation budgétaire et sur la refonte de leur gouvernance financière. Juste après, j'ai enchaîné au ministère de l'Éducation nationale sur le processus budgétaire et de la dépense des lycées et des collèges. Jusqu'à midi, j'ai enchaîné sur l'ANSES, qui est l'Agence pour la sécurité alimentaire et vétérinaire, entre 14 heures et 16 heures, pour là également les appuyer sur la dispense de formation sur le nouveau décret sur la gestion budgétaire et comptable public. Et j'ai fini ma soirée sur la mise en place de la rédaction d'une étude pour le ministère du budget sur la refonte également de ce nouveau décret. Voilà. C'est vrai, on fait pas mal de réunions, on a pas mal de temps de réalisation d'études, de rédaction d'études en chambre. C'est vraiment évolutif, ça dépend des niveaux de mission. Il y a des missions qui requièrent vraiment uniquement de l'expertise où on travaille plutôt en chambre. Il y a des missions qui sont assez participatives où il faut être à proximité des clients quotidiennement. Donc voilà, ça dépend vraiment des types de contrats, ça dépend de la longueur des missions. Donc il n'y a vraiment pas une seule façon définie pour pouvoir travailler au quotidien. Voilà, vous nous avez expliqué que vous avez fait 2 cabinets de conseil, Ernst & Young et Mazars. C'est facile de passer d'un cabinet à un autre? Parce que vu que vous êtes en concurrence... Oui. La difficulté, c'est de rentrer. Je vais être assez transparent avec vous. C'est à partir du moment où vous rentrez dans un cabinet de conseil, quel qu'il soit, j'ai envie de dire, Mazars, Ernst & Young, KPMG ou autre, peu importe. Et en plus, maintenant, les cabinets de conseil se sont beaucoup développés. Il y a beaucoup de petits cabinets qui se sont créés et qui, à mon avis, sont des possibilités en termes d'opportunités professionnelles pour vous. Une fois que vous êtes rentré, ensuite, ça dépend de l'expertise que vous pouvez acquérir par rapport au type de mission que vous faites. Et j'ai envie de dire qu'une fois que vous êtes consultant dans un cabinet, il est assez facile de passer d'un cabinet à l'autre, sous réserve, bien sûr, qu'il y ait des postes à pourvoir, mais généralement, dans ces métiers, il y a quand même des turnovers assez importants, donc du coup, il y a toujours de la place, il y a toujours des possibilités, des opportunités. Donc, une fois rentré dans un cabinet de conseil, de mon point de vue, on peut facilement évoluer vers les uns ou vers les autres, bien sûr, sous réserve d'être un bon consultant. Allô? Ça marche. Bon, moi, je suis le responsable du Master CEVALAF, Laurent Denan-Bouémont, donc on se connaît un peu, mais moi, j'aurais voulu poser plusieurs questions à Yalich. La première chose, c'est quel est le profil, en quelques mots, de recrutement dans un cabinet de conseil comme Mazars? Quelle est la part des économistes, des juristes ou d'autres métiers? Ça, c'est ma première question. Et comme vous êtes un économiste pure souche, j'allais dire, pas forcément que de Rennes, mais en tout cas, vous êtes un économiste, c'est quoi les qualités que vous avez acquises comme en tant qu'économiste universitaire qui vous sont toujours actuellement utiles dans votre métier de consultant au quotidien? Deux questions un peu différentes. Alors, par rapport au profil de recrutement dans les cabinets de conseil de manière générale, parce que là, je peux m'exprimer pour la plupart d'entre eux, c'est assez pluridisciplinaire. Il n'y a pas vraiment une formation qui est privilégiée par rapport à d'autres. Alors, c'est vrai que la cible de recrutement est surtout tournée vers les grandes écoles. Non pas forcément, j'ai envie de dire, par rapport au niveau et la qualité des formations, mais surtout par rapport à une question de prestige. Bon, malheureusement, c'est quand même, en France, c'est quand même ce qui est assez diffusé en termes de cible de recrutement. Donc, c'est vrai que nos cabinets s'inscrivent dans cette dynamique-là et c'est vrai que recherchent par rapport
encore une fois, à une question de prestige, des profils qui viennent de grandes écoles, HEC, Sciences Po Paris principalement, ou alors toutes les écoles d'ingénieurs, les DEC, les SEC, etc. En revanche, il y a quand même une porte, une fenêtre qui est possible pour les étudiants de manière globale qui viennent d'université. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu sur les dernières années, alors je ne vais pas leur jeter la pierre, mais que les personnes qui venaient d'université étaient beaucoup plus adaptables. C'est-à-dire que les gens qui viennent, les collaborateurs qui sont issus de grandes écoles, ils sont assez formatés dans la façon de rédiger, ils sont assez réfractaires souvent par rapport aux chiffres, par exemple. Ils ont l'habitude de faire des rapports, donc ils sont plus à l'aise par exemple sur l'évaluation, mais ont du mal à passer sur toutes les questions d'analyse financière. C'est vrai que l'avantage que j'ai eu par rapport à ma formation, et là je reviens à votre deuxième question, c'est que j'ai eu cette double compétence au sein du master, donc qui permettait déjà de pouvoir me mobiliser au sein de ma structure, soit sur des missions d'évaluation, soit sur des missions financières. Donc déjà, ça ouvre le champ par rapport à la possibilité de votre mobilisation au sein de l'entreprise. Et par rapport à ça, c'est également cette absence de formatage, en guillemets. Ça peut être un défaut, mais moi je l'ai vu surtout comme un avantage. C'est-à-dire on n'est pas fermé dans une boîte, on n'est pas uniquement expert économiste ou finance ou évaluation. On peut vraiment évoluer. Et là, je fais la passerelle avec ce que je disais dans mon intervention. Sur les 10 dernières années, j'ai commencé par l'évaluation, j'ai fait l'analyse financière pour les collectivités locales, j'ai évolué vers les finances publiques, État, ministère et établissements publics, pardon. J'ai pu faire du système d'information, de l'organisation, des RH. Donc c'est vraiment cette capacité à pouvoir s'adapter finalement au type de mission. Et c'est aussi, moi j'ai envie de dire que les universitaires ont beaucoup plus de volonté. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas être systématiquement fermés, encore une fois, ou réfractaires par rapport à des types de missions ou au prestige des clients. On a vraiment cette capacité à pouvoir travailler sur différents champs d'intervention et à pouvoir évoluer aussi. Que le cas Chipol de M. de Nambourmont nous a été utile pour quelques missions réalisées. D'autres questions? Non? Il y a une question. Vous pouvez applaudir la personne qui va poser la question. Du coup, j'avais une dernière question à vous poser. J'aimerais savoir quel est le poids, par exemple, quand on veut rentrer dans un cabinet de conseil, de l'expérience, parce que souvent on demande un certain nombre d'expériences. Est-ce que dans ce secteur aussi, c'est prédominant quand on désire rentrer dans un cabinet? C'est toujours utile de faire valoir de l'expérience sur son CV, à la fois à travers des stages qui auraient pu être réalisés en amont de postuler dans nos cabinets de conseil. Néanmoins, les cabinets de conseil, c'est aussi une école par rapport à la formation personnelle sur les missions. Et nous, encore une fois, par rapport au grade que je décrivais, lorsqu'on est junior, on nous apprend tout. C'est-à-dire on nous apprend des méthodes de travail, on nous apprend à se structurer. Et vraiment, on commence par la base. Lorsqu'on est stagiaire dans un cabinet de conseil, on peut amener à faire des cartons, on peut amener à faire uniquement du listing de factures, mais c'est une vraie évolution, il ne faut pas prendre ça de façon assez négative. Il y a une vraie structuration, il y a une vraie approche du travail, parce que l'objectif, c'est que lorsqu'on recrute un consultant, ce n'est pas uniquement d'avoir une vision à 1 an ou 2 ans, mais c'est une vraie vision sur au moins 6 ans qu'on fait avec les consultants qu'on recrute. Donc c'est vraiment des cibles qu'on prend pour les faire évoluer. Et on les inscrit finalement dans cette démarche d'évolution à travers des formations, à travers du transfert de connaissances, bien sûr, et de compétences. Mais encore une fois, il y a un vrai parcours qui est mis en place pour que le collaborateur puisse monter en compétences sur les différentes années, notamment sur ces grades de junior et de consultant confirmé. Et ensuite, après, il appartient au consultant de faire sa route lui-même par rapport à son domaine d'expertise, mais également en termes de développement commercial, parce que nous aussi, on est contraints aussi à aller chercher les contrats auprès des entités qui peuvent être nos clients.
S'il n'y a pas d'autres questions, moi, encore une fois, je veux juste vous remercier de m'avoir invité. Je suis ravi de partager mon expérience avec vous. J'espère qu'elle va susciter des vocations. Encore une fois, je regrette assez que depuis un certain nombre d'années, il y a un effet tunnel par rapport aux sollicitations sur les demandes de stage, par rapport à des universités telles que la vôtre, à des formations telles que le Master Cevalaf, encore une fois, qui me tient beaucoup à cœur. Donc j'espère que ça va reprendre. On a besoin des profils comme le vôtre. Enfin, je dis nous, les cabinets de conseil, mais également, à mon avis, toutes les structures qui interviennent dans le secteur public. Et là, je parle aussi dans les établissements publics, dans les ministères et même dans les collectivités locales. Aujourd'hui, il y a des postes à pourvoir sur ce qu'on appelle ces fonctions support. Donc n'hésitez pas. Encore une fois, moi, je vous encourage vivement à prendre un peu votre destin en main par rapport à votre futur professionnel. Bon, il n'y a pas que le secteur public, bien sûr. Mais encore une fois, pour un peu que vous soyez mobile et pour un peu que vous ayez cette ambition de pouvoir réussir votre projet professionnel, aujourd'hui vous avez un monde de l'emploi qui vous tend les mains, sous réserve bien sûr que ça corresponde à vos attentes. Mais encore une fois, allez-y et j'ai envie de vous dire, foncez. L'avenir est pour vous et plus pour moi.